Bonjour les Nakama, ici Real Rorona. Alors aujourd'hui nous allons faire la revue analyse de One Piece, le scan 919. Un scan, ma foi, fort sympathique. Je vous dis à tout de suite les amis. Bon les amis, cette revue analyse, nous allons la partager en 4 parties. Nous allons faire Au revoir Tama, Endoctrinement, Retour vers le futur et les compléments. Donc commençons par Au revoir Tama. Dans le dernier scan, Luffy accompagné de Tama ont assujetti Speed grâce au Dango et s'élance vers Okobore. Tandis que de son côté, Zoro lui guide le navire de provisions accompagné par Kiku et les Komeinu dans cette même direction. Au passage, il récupère l'eau, mettant ainsi fin au combat des supernovas. Une fois arrivé, Zoro offre des victuailles aux villageois qui se réjouissent et l'eau va faire une déclaration choc à Luffy. Il l'invite à se rendre sur les ruines du château Kuzuki pour se rendre compte d'une vérité incroyable à croire et à parler aux esprits de Wano. Là, le scan redémarre avec Luffy qui confie Tama à Speed dans le but de la reconduire saine et sauve à son maître. Tama, toute joyeuse, annonce qu'elle va faire découvrir les pommes à son maître et Luffy annonce que pour le moment, il garde le katana. Alors que Luffy et le reste se dirigent vers le Komeinu qui va les emmener aux ruines, les villageois, eux, viennent remercier leur sauveur, provoquant ainsi la surprise de Luffy et le dégoût de l'eau qu'un pirate fasse une bonne action. Luffy est surpris que Kick, mais cette dernière tient absolument à s'y rendre, toute jeune et calée, et Zoro va même préciser qu'elle cache quelque chose de plus. Passons à Endoctrinement. Pendant ce temps, à la capitale, on assiste à un cours où la maîtresse traite du cas de l'ouverture des frontières avec ses élèves. On ressent ici l'endoctrinement des enfants en bas âge, surtout dès qu'elle poursuit ses questions avec le Keikoku, que l'on peut traduire par ouverture des frontières, où les enfants exècrent que des étrangers qui convoitent les richesses de Wano se pointent et ne risquent de les dépouiller de leurs richesses. Et quand la maîtresse demande qui a essayé de faire ça, d'un ton unanime, les enfants répondent Oden et les 9 hommes au fourreau rouge. Et quand elle demande quel héros s'est levé contre lui, les enfants répondent le shogun Orochi. Et c'est ainsi que, toute joyeuse, la maîtresse va rassurer les enfants en disant qu'il y a 20 ans, ces méchants sont tous morts. Ensuite, on retrouve un vassal de Orochi dans une taverne de la capitale qui raconte les derniers propos de la femme de Oden qui a traité le shogun de lâche et va annoncer ces mêmes propos. Tu es telle la lune qui ne connaît pas l'aube, si cette volonté se réalise, que 9 ombres soient projetées sous le clair de lune dans 20 ans, et l'aube aveuglante tu connaîtras. Orochi a interprété ça comme une menace du clan Kuzuki qui reviendra des morts dans 20 ans, et que 9 samouraïs vont venir le tuer, et permettre au Kaikoku de se réaliser. Bien que le vassal s'esclave, le serveur lui de son côté annonce que les Kuzuki ont été brûlés vifs il y a 20 ans, donc cela reste impossible. Passons maintenant à Retour vers le futur. Retour sur le groupe de Luffy qui arrive aux ruines, Kiku part en pleurs, et Zoro semble avoir disparu. Cela ne va pas étonner plus que ça Luffy, qui va mettre cela sous le compte de son mauvais sens de l'orientation. Luffy arrive devant les tombes et panique qu'ils soient tous morts, sans remarquer bien sûr la vétusté des tombes. L'eau va s'amuser de Luffy, faisant passer Kinemon pour un fantôme, et Luffy, lui, va le croire mort. C'est alors que Kinemon, ayant la gastro, se montre rassurant ainsi Luffy, puis Kiku va revenir à toute vitesse et va se jeter dans les bras de Kinemon. On retrouve aussi Momo, qui s'entraîne au katana, et enfin, le reste des Mugiwara, qui s'étaient perdus sur Wano, se pointe tout joyeux de retrouver Luffy, et explique qu'ils l'ont cherché partout. Mais l'eau va casser les retrouvailles, l'heure est grave, ils font en discuter à l'intérieur, ils ont volé les provisions, et Jack va débarquer. Mais Luffy, lui, est plus intéressé par le secret de Kinemon, qui n'est pas des moindres. Les 4 samouraïs, en incluant Kiku et Momo, viennent du passé, et tous les 5 ont voyagé dans le futur pour revenir 20 ans plus tard. Eh bien les amis, quel scan. Bon, passons au complément. Pour commencer les compléments, on va revenir sur le cas de Tama. Donc là, on voit ici que dans ce scan, que Tama est renvoyé direction son maître, sous la protection de Speed. Alors cette dernière est totalement assujettie à Tama, et on remarque encore une fois qu'elle n'obéit qu'aux ordres de cette dernière. Un fait assez marrant, c'est que Speed n'a pas oublié être un Shinushi de l'équipage des 100 bêtes de Kaido, mais qu'elle appelle quand même Tama sa maîtresse. Donc pourquoi Luffy confie Tama à Speed, ce n'est pas pour rien, c'est que Speed est quand même au-dessus des gifters. Donc pour le trajet, grâce à cette dernière, il sait que Tama arrivera à bord, de 1 par sa vitesse et de 2 par ses capacités de combat. Donc on voit aussi Tama qui est contente d'aller retrouver son maître et qu'elle n'a qu'une seule hâte, c'est aller lui faire découvrir le goût de nouveaux aliments comme la pomme, etc. Donc là on voit bien que ce ne sont que des au revoir. Tama va revenir plus tard dans l'histoire, vous verrez, elle aura un rôle capital. Rappelez-vous sur Zou, Kinemon avait bien dit qu'il demandait l'aide de Luffy et de Zoro et que le but principal de
Zoro à la base, c'était de venir pour rallier les différents clans aux alentours. Et là, on voit que Tama fait partie du clan des ninjas. Donc, on pourrait dire que ça y est, là, ils ont rempli un premier objectif, ils ont rallié un clan. Il en reste encore 3 autres à rallier pour leur fameuse rébellion. Alors, ce n'est pas sûr qu'ils rallient les 3 autres, les amis. Il y en aura sûrement qui seront directement rattachés à Orochi, mais nous verrons cela à l'avenir. En tout cas, Tama, avec Speed maintenant dans son effectif, le singe, etc., vous verrez, elle aura son rôle à jouer. Faisons maintenant une petite aparté sur Okobore. Donc, on retrouve ici le village des restes qui est vraiment en fête. On a vu au scan d'avant qu'ils étaient tout joyeux de recevoir les provisions de la part de Zoro, et ce n'est que dire, on voyait qu'ils étaient vraiment à bout, que certains étaient prêts vraiment à n'importe quoi. On avait vu une femme qui tenait son enfant dans ses bras avec un couteau qui était prête à l'égorger, que certains enfants, suite à la faim, étaient partis boire de l'eau qu'ils savaient pourtant nocive, etc. Donc là, on ressent bien ici toute l'allégresse du moment des personnes qui ont pu enfin manger à leur faim. Alors, un petit truc sympathique, c'est que Luffy est content de son action, il dit même qu'il a fait une bonne action, même si Kiku va lui dire ouais non mais ça parle d'un pillage à la base, mais Luffy est quand même content. Alors c'est un petit peu anecdotique, parce qu'on savait que Luffy n'aime pas être considéré comme un héros, tout comme Zoro, parce que pour Luffy, le héros c'est celui qui doit partager sa nourriture, alors que là, il vient d'ouvrir la nourriture à des villageois. Vous voyez, Luffy a gagné en maturité. De l'autre côté, le petit truc marrant, c'est Law qui dit « Ah, je suis dégoûté qu'un pirate puisse faire une bonne action. » Bon, prenez ça pour juste un geste d'humeur, mais Law, au fond de lui, n'est pas mécontent de la situation, loin de là. Bon, maintenant, les amis, nous allons passer à l'endoctrinement des enfants de Wano. Alors là, on retrouve à la capitale une maîtresse qui est en train d'enseigner à ses enfants. Et on voit ici tout l'endoctrinement des enfants qui se rapproche un petit peu du fascisme nazi et des Italiens pendant la Seconde Guerre mondiale, qui inculquait dès le plus jeune âge aux enfants le bienfait du parti au pouvoir et qui mettait en tête que tous ceux qui venaient s'opposer à ce pouvoir étaient des traîtres ou étaient complètement des démons. Et là, on retrouve un petit peu le cas ici. Là, on voit que Orochi a mis en place toute une espèce de semi-légende autour de lui en disant qu'il y a 20 ans, il s'est dressé contre le méchant Oden qui voulait ouvrir les frontières et qu'il avait réussi à vaincre ce démon. Alors, on va revenir un petit peu sur les faits. Là, on va d'abord parler du Sakoku, qui est la fermeture du pays. Donc, dans la réalité, c'est le nom donné à la politique isolationniste japonaise instaurée lors de la période Edo, précisément pendant la période de 1641 à 1853, par Iemitsu Tokugawa, shogun de la dynastie des Tokugawa. Le terme de Saku, lui, ne fut créé qu'à partir du 19e siècle. La politique d'isolement commença par l'expulsion des missionnaires chrétiens, puis par la limitation des ports ouverts aux étrangers, l'interdiction d'entrer ou de sortir du territoire pour tout japonais sous peine de mort, l'expulsion de tous les étrangers et la destruction des navires capables de naviguer en haute mer. C'est le commodore Matthew Perry qui mit un terme à cette politique en 1853. On voit ici que pendant le Sakoku, les Japonais avaient fait quoi? Ils avaient fermé toutes les frontières. Mais ce n'était pas totalement vrai. En fait, ils continuaient quand même à commercer avec 4 pays. D'abord, il y avait les Néerlandais par l'intermédiaire de la compagnie néerlandaise des Indes orientales. Il y avait aussi la Chine, il y avait la Corée et enfin la Russie. Outre ces échanges commerciaux directs dans les provinces périphériques, tous ces pays envoyaient régulièrement des missions diplomatiques au siège du shogunat à Edo. Ces missions, parcourant les pays, donnaient l'occasion aux habitants d'apercevoir des bribes de ces cultures étrangères. Donc quand on fait un récapitulatif de tout cela, les amis, on retrouve bien ici la politique de fermeture des frontières, et les seuls qui sont autorisés à voyager dans le pays et à commercer avec ce dernier, c'est le groupe de Kaido, qui représente un petit peu les 4 pays que je vous ai cités auparavant. Donc là, pour revenir à l'endoctrinement par rapport à ce fait, pour les enfants de la capitale, cette condition-là, c'est la plus bénéfique pour le pays. Alors que quand on regarde un petit peu dans les provinces, on voit bien que là, ce n'est pas la même qualité de vie. Maintenant, nous allons passer au Keikoku. Donc le Keikoku, c'est quoi? C'est l'ouverture des frontières. Alors comment s'est passé le Keikoku dans la réalité? Le président James Buchanan accueille la délégation japonaise à la Maison Blanche pour la signature des traités d'amitié et de commerce. Le traité va être appelé le traité Harris, également appelé traité d'amitié et de commerce, entre les États-Unis et le Japon. Il a été signé au Ryosanji Hashimoda le 29 juillet 1858. Il s'agit d'un des traités inégaux signés entre les puissances colonialistes occidentales et les puissances colonisées d'Extrême-Orient. Il ouvrait les ports d'Edo et de 4 autres villes au commerce des États-Unis et accordait l'extraterritorialité aux étrangers.
traité, entre autres conditions bien sûr. Le traité suivait la convention de Kamagawa de 1854 qui accordait des droits de charbonnage pour les bateaux américains et maintenait la présence d'un consul des États-Unis à Shimoda. Bien que le commodore Matthew Perry fait garantir du carburant et de la protection pour les bateaux américains, il a laissé les droits marchands à Townsend Harris, un autre délégué américain qui était en pourparlers avec le shogunat Tokugawa. Le traité est donc souvent désigné sous le nom de traité Harris. 2 ans ont été nécessaires pour venir à bout de la résistance japonaise, mais avec la menace des demandes britanniques pour des privilèges semblables, le gouvernement Tokugawa a par la suite capitulé. Donc le traité d'amitié et de commerce entre le Japon, les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Russie, la France et les États-Unis, fait en 1858, comportait ces différents points. Donc il garantissait l'échange d'agents diplomatiques. Ensuite, les ports d'Edo, de Kobe, de Nagasaki, de Niigata, de Yokohama s'ouvraient au commerce avec l'étranger. Ensuite, les citoyens américains étaient libres de vivre et de commercer dans ces ports. Seul le commerce d'opium était interdit. Un système d'extraterritorialité permettait aux citoyens étrangers d'être jugés selon les lois de leur pays au lieu des lois japonaises dans les tribunaux consulaires. Il garantissait aussi des taxes faibles à l'exportation et à l'importation sous le contrôle de l'étranger, privant ainsi le gouvernement japonais du contrôle sur le commerce international et la protection de ses propres industries. Le Japon, quant à lui, pouvait de son côté acheter des navires et des armes américaines. D'ailleurs, 3 navires à vapeur furent livrés en 1862. L'accord suit la convention de Kamagawa de 1854, début d'une série de différents traités inégaux que le Japon devra signer avec les puissances étrangères. Ces traités inégaux, qui ont diminué la souveraineté japonaise pour la première fois dans son histoire, indiquaient ainsi la faiblesse militaire du Japon et étaient vus par l'Occident comme un prétexte à une possible colonisation du Japon. Le rétablissement de la souveraineté nationale et de la force est devenu une priorité essentielle pour les Japonais du fait des conséquences de ce traité. Ce fut la fin du Bakufu, c'est-à-dire des shoguns, ainsi que de l'ère Edo, et l'établissement ainsi d'un nouveau gouvernement impérial, celui de l'ère Meiji. Donc on voit ici que le rêve de Oden, c'est d'ouvrir les frontières, mais quand on regarde ce qui s'est passé dans la réalité, on voit que les propos du shogun ne sont pas si inappropriés que ça. En effet, si on compare un petit peu les États-Unis avec l'univers de One Piece, le gouvernement qui se rapproche le plus, c'est le gouvernement mondial. Donc on sent que si un traité d'amitié était fait avec le gouvernement mondial, on aurait aussi les mêmes inégalités qui apparaîtraient avec le gouvernement mondial qui profiterait un maximum du Japon. Mais le rêve de Oden, ce n'est pas cela, c'est vraiment arrêter que le pays de Wano se cloître sur lui-même et s'ouvrir un petit peu au monde, car le monde est bien vaste et a beaucoup de choses à offrir aux gens. On remarque aussi que ce fameux traité, ça va marquer la fin du shogunat dans la réalité, donc c'est un petit peu les présages du shogun, c'est-à-dire que si ce traité est fait, il perdra son statut de shogun. De plus, Wano perdrait aussi sa souveraineté en tant que pays, ce qui est normal puisqu'il se rattacherait au gouvernement mondial et donc du coup, il se rattacherait à la politique commune. Donc revenons à l'endoctrinement que l'on voit. On voit ici que, justement, ce fameux Keikoku qui effraie autant les enfants de la capitale, ils vont être reprochés à une seule et unique personne, à notre fameux Oden que j'évoquais avant, par rapport à ses rêves, et que le shogun se serait dressé contre lui pour justement arrêter ses méfaits, parce que si on reprend l'état des faits, Oden a brisé plusieurs tabous de Wano. De une, il a quitté le pays. Alors on l'avait vu dans le Sakoku, tout japonais qui quittait le pays risquait la peine de mort. De plus, il a fait un deuxième tabou, il s'est accoquiné avec des pirates. En effet, Oden a voyagé à la fois avec Barbe Blanche et aussi avec Roger. On sait que Roger, il y a 23 ans, il a dissous son équipage. Alors, on sait qu'au tout départ de One Piece, on nous dit Roger est mort il y a 20 ans. On apprend par la suite que un an avant de se livrer au gouvernement, il avait dissous son équipage. Donc ça nous fait 21 ans, plus les 2 ans de libre, ça nous fait 23 ans. Donc qu'est-ce qui s'est passé il y a 23 ans? Oden, comme tout le reste de l'équipage de Roger, lui, est reparti sur Wano. Donc on sait que pendant 3 ans, puisque il est censé être mort il y a 20 ans, Oden n'a eu de cesse que de se dresser contre le shogunat et il a essayé de rallier les gens du pays pour ouvrir les frontières de Wano. Le shogun l'a vu d'un mauvais œil parce que lui il voulait garder son pouvoir et son statut et il s'est mis directement en confrontation avec Oden. Alors le truc c'est qu'il aurait pu normalement, rien qu'avec son statut, imposer le Sekuku à Oden, mais chose bizarre, il ne l'a pas fait. Alors pourquoi? On voit que Oden est très aimé des habitants de sa région. Donc peut-être que le shogun n'a pas voulu de confrontation directe avec lui dès le départ, ou peut-être qu'il n'avait pas la force militaire nécessaire pour pouvoir se dresser contre Oden. C'est pour ça qu'il a dû s'acoquiner lui le shogun de son côté avec Kaido
et là, il a pu renverser la vapeur. Donc on voit ici que il y a 20 ans, il a fait exécuter Oden, donc on le sait dans l'histoire, c'est Kaido lui-même qui l'a tué, et que pendant 20 ans, il a dressé un petit peu le pays contre les idées extravagantes de Oden. Il a mis en place une fausse légende, glorifiant son action, comme quoi il était le sauveur du pays, qui se dressait contre l'oppresseur, contre le démon Oden, qui voulait ouvrir les frontières et permettre aux étrangers de venir piller toutes les richesses du pays. Enfin, cet endoctrinement, on le remarque surtout à la capitale, parce que ce que l'on a vu de Okobure, c'est un petit peu différent. On ne voit pas cet endoctrinement, par contre, on voit que le peuple est complètement délaissé. Donc tout est concentré sur la capitale Edo. Un autre fait marrant, c'est qu'on voit ici le petit clin d'œil au yokai qui est fait par Oda. Alors, si vous n'avez pas vu ma vidéo sur le débat de la semaine que j'ai sorti lundi, je vous invite à la voir parce que il y a énormément de choses intéressantes dedans et j'explique aussi justement le clin d'œil de Oda sur le yokai et le fait que justement le terme de yokai a beaucoup évolué pendant l'époque Edo. Donc je vous invite à vous y rendre. Là ici on retrouve le yokai, le Rokurobi, qui est une créature étrange de la mythologie japonaise. Le jour on dirait quelqu'un tout à fait de normal, mais la nuit son cou s'allonge. Donc là la maîtresse symbolise un petit peu ce yokai. La seule différence c'est que ce n'est pas un yokai puisque le cours se passe en journée alors que le Rokurokobi normalement allonge son cou que la nuit. Donc son pouvoir est lié à un fruit du démon. Mais la maîtresse s'en sert habilement juste pour dire voilà, il ne faut pas dresser le nom de Oden. On voit ici que le shogun dans sa politique a un petit peu copié le gouvernement mondial avec justement les fameux cas d'Eddie. Le gouvernement mondial a fait taire totalement toute l'histoire d'Eddie pour qu'on n'en parle pas et que son pouvoir ne soit pas remis en cause. Et bien là ici, le shogun fait pareil, il interdit la prononciation du nom de Oden pour que justement personne ne vienne remettre son pouvoir en cause. Et ça, on le voit dans tout le pays. Parce que quiconque dit du mal, soit du shogun ou quiconque parle d'Oden, sera directement vu comme un traître et sera capturé. C'est ce qui était arrivé à Tama en tout début d'arc. Un autre fait aussi marrant dans la légende du shogun, c'est qu'on apprend qu'il a une attaque à double tranchant. Alors quel peut être ce type d'attaque, les amis? Je vais vous dire, soit c'est un sabre qui a un double tranchant, un katana qui a un double tranchant, ou c'est une technique qui lui permet de faire deux coups en un et permet de couper deux fois un adversaire. Ça, nous le verrons à l'avenir, les amis. Alors, pour rester sur notre fameux shogun, c'est son fameux nom qu'on va revenir, parce que le nom Orochi n'est pas anodin dans la mythologie japonaise. Il est tiré d'un monstre célèbre qui s'appelle le Yamata no Orochi, qui a souvent été repris, justement, dans divers mangas, par exemple Naruto, avec Orochimaru. Alors, qui est ce Yamata no Orochi? C'est un dragon japonais à 8 têtes et 8 queues, avec des yeux rouges comme le sang, et dont le souffle est venimeux. D'après le Kojuki et le Nihon Shoki, sur son corps, qui s'étend sur 8 vallées et 8 montagnes, pousse de la mousse, des cèdres, des cyprès, et sur son ventre coulent des rivières de sang entre ses chairs incandescentes. Il était originaire de la province de Koshi, et vivait près de la rivière I à Izumo. Il se nourrissait d'une jeune fille une fois par an. À l'issue d'une bataille sur le mont Sensu, il fut tué par Susanoo, qui avait mis à disposition du serpent 8 bacs de saké raffiné par 8 fois. Affaibli par cette boisson, il ne put résister aux attaques de Totsuka no Tsurugi de Susanoo. Ce dernier trouva alors dans la queue du milieu du monstre l'épée Amano Murakamo no Tsurugi, qui signifie littéralement épée qui assemble les nuages célestes, qu'il offrit par la suite à sa sœur Amaterasu. Alors ici, on voit que justement, le fameux Yamata no Orochi est un monstre qui est vu négativement par la population, qui est la cause de beaucoup de sinistres dans le pays. Donc c'est vraiment le côté démoniaque qui ressort quand on entend ce nom. Et là, on voit que il a un petit peu inversé les rôles, c'est-à-dire que c'est Oden qui est devenu le démon et lui qui est devenu le héros, ce qui était quand même assez marrant à voir, les amis. Donc on en apprend pas beaucoup plus sur le shogun dans ce scan, sauf que c'est un lâche qui n'hésite pas à se faire mousser, vu qu'il se donne un aspect légendaire, qu'il a la marmise totale sur sa capitale, etc. Donc nous allons nous intéresser maintenant à un autre personnage qui apparaît dans la capitale, c'est Kyoshiro le somnolent. Alors quand on écoute son nom déjà, ça signifie celui qui donne la mort par folie. Donc lui on sait que c'est un vassal du shogun, c'est un personnage assez loufoque qui passe la moitié de son temps à s'endormir et de l'autre côté qui n'a qu'une envie, c'est se battre, puisque là quand il fait étalage de la légende, il précise bien à la fin qu'il aimerait bien se battre contre les fameux samouraïs qui devraient revenir 20 ans plus tard. Donc on sait que ce dernier, ce n'est pas n'importe qui, qu'il a une grande bouche, qu'il n'hésite pas à parler malgré le fait de la restriction justement que je vous parlais avec l'endoctrinement
des enfants de parler de Oden, et cela même dans la capitale. Alors là, malheureusement pour lui, il est tombé sur des oreilles indiscrètes, parce que qu'est-ce qu'on retrouve aussi ici? On retrouve notre fameuse Robin en geisha, qui a entendu cette légende. Alors, ce qui est assez marrant, c'est que qui entend cette légende? C'est l'archéologue de l'équipage des Mugiwara. Donc on sait que elle va mener cette enquête en parallèle, et c'est aussi un petit peu le plan de Kinemon à la base, comme je vous l'avais dit il y a quelques reviews, où les Mugiwara qui étaient partis sur Wano, eux avaient un but, infiltrer la capitale. Donc ici on a retrouvé notre Robin. Nous verrons plus tard, mais nous allons retrouver aussi Franky, nous allons aussi retrouver Usopp, qui eux devraient être disséminés à d'autres endroits de la capitale. Donc nous reviendrons sur la légende un petit peu après, ne vous inquiétez pas. Maintenant passons au cas de Kiku et de Kinemon. Alors il y a quelques reviews, je vous avais dit, vous allez voir, Kiku est la Kuai de Kinemon, elle a fait partie du même dojo, donc elle pourrait pratiquer les mêmes techniques de samouraï. Donc là ici, on voit qu'il y a effectivement un lien très particulier entre Kinemon et Kiku. Je dirais même que Kiku est l'aspirante pour devenir la femme de Kinemon. On le voit à l'espèce de tendresse qu'elle a en discutant avec lui, malgré le fait que elle emploie toujours le terme de Sama. Par contre, Kinemon, quand il s'adresse à elle, il ne met pas de O devant son nom, ce qui prouve qu'il y a un lien très familier avec cette dernière. Donc Kiku, elle faisait partie justement de l'entourage proche de Kinemon et aussi de Momonotsuke. Et on a appris que elle aussi, avec les trois autres samouraïs Raizo, Kanjuro et Kinemon, ainsi que Momo, elle a voyagé dans le plan. On voit que Zoro disait un petit peu auparavant dans le scan qu'elle cachait quelque chose, c'est bien sûr son pouvoir de combat. Même si Zoro a vu les fameuses tombes comme il a dit au scan d'avant, qu'il a peut-être vu son nom sur les tombes, il sait que c'est une samouraï émérite, et c'est aussi pour cela que pendant les diverses scans qui sont passés avant, il n'est jamais venu à son secours, parce qu'il sait qu'elle a des capacités de combat. Maintenant passons à notre fameux Zoro qui a disparu. Alors là les amis, encore un gros choc dans l'histoire, Zoro qui est sur le Komeinu arrive à se perdre selon Luffy. Moi je pense que c'est beaucoup plus subtil que ça. Il y a deux solutions possibles. C'est la première solution, Zoro, quand on regarde comment elle s'était positionnée sur le Komeinu, il était dos à tout le monde. Donc son rôle principal, c'était de protéger les arrières du groupe. La première solution qui viendrait, c'est il a décelé, grâce à son acquis de l'observation, la présence d'un ennemi, et il serait parti voir tranquillement ce qu'il s'est passé et aller au devant de cet ennemi. Alors pourquoi n'a-t-il pas prévenu les autres, vous allez dire? Eh bien c'est Zoro. Zoro fait toujours ça. Il part comme cela à l'aventure sans que personne ne se demande pourquoi, et il va qu'à ses occupations. Donc quel pourrait être ce fameux ennemi qui se baladerait? Ça c'est une bonne question les amis. Nous le verrons par la suite. La deuxième solution, c'est la fameuse solution qui en a chagriné beaucoup dans mes reviews d'avant, c'est l'effet malédiction que je vous ai parlé. En effet, ayant le dos tourné à tous ses compères sur le Komeinu, s'il avait été frappé de la par la malédiction et tombé du Komeinu, personne ne l'aurait vu. Alors pourquoi je vous parle de ça? C'est parce que en général, quand un des Mugiwara dans One Piece en général, soyons bien clairs, rate le train en marche ou tombe par un effet comique, il nous a toujours été présenté. Rappelez-vous par exemple pendant l'envahissement de Ernest Lobby, quand Usopp veut monter sur le King Bull Sodam, il rate, il n'arrive pas à monter et tombe, et là on l'a bien vu effectivement tomber. Mais on avait déjà vu ça plusieurs fois auparavant. Là par contre on ne l'a pas vu, donc ce n'est pas un effet comique qui a été ici inspiré par Oda, c'est vraiment un fait dramatique. Soit c'est Zoro comme je vous l'ai dit avant qui est parti tout seul pour affronter un ennemi, ou soit c'est l'effet de la malédiction de Hawkins qui l'aurait fait terrasser, qui l'aurait mis à terre. Maintenant parlons des retours les amis. Enfin nous avons retrouvé les Mugiwara perdus sur Wano. Alors eux, on apprend que suite à leur séparation avec Luffy, ils se sont mis en quête de retrouver ce dernier. En effet, étant un possesseur de fruits du démon, il craignait pour sa vie. Du coup, ils ont fouillé le fond des océans. Enfin, quand on dit ils, ça devait être Sanji, le meilleur nageur de l'équipage. Alors, on ne compte pas Jinbei, hein, sûr. Malheureusement pour eux, ils ne l'ont pas trouvé. Par contre, ils ont mis la main sur la Leaf Card. Alors là, les amis, c'est quand même assez particulier. Parce que quand on sait que c'est un petit bout de papier qui a été retrouvé dans le fond d'un océan qui est quand même balayé par un tourbillon gigantesque, vous voyez, l'idée de retrouver un bout de papier comme ça là, c'est un petit peu, on va dire, tiré par les cheveux. Donc moi, ma petite théorie sur le sujet, c'est que la fameuse Leaf Card était accrochée aux ventouses du fameux poulpe
qu'on avait vu en début d'arc débarquer sur le Sunny. Parce que Sanji, quand il a plongé, son but c'était de retrouver à la fois le Sunny et aussi Luffy. Donc il n'a trouvé ni l'un ni l'autre. Par contre, il aurait très bien pu apercevoir le poulpe dans le fond de l'océan qui se serait accroché à lui, et en remontant à la surface, ils auraient découvert la fameuse Vivecard. Donc grâce à cette Vivecard, qui est quand même celle de Kinemon, ils ont pu voyager dans le pays sans encombre et retomber sur le fameux château de Oden où se terrait notre fameux Kinemon. Donc bien content de les retrouver, j'espère qu'on va apprendre un petit peu ce qu'ils ont fait entre deux, parce que mine de rien, ils n'étaient pas non plus juste à côté, il y avait un sacré trajet à faire, donc nous verrons ça à l'avenir les amis. Maintenant les amis, pour terminer cela, nous allons revenir sur les fameux propos de la mère de Oden et on va essayer un petit peu d'expliquer le fait voyage dans le futur. Alors les amis, ce fameux voyage dans le temps, ça nous révèle aussi beaucoup de choses sur Wano. Alors là maintenant, ça va affirmer plusieurs points. Le premier point, c'est que comme on l'avait appris sur Zou, Momonosuke a bien rencontré Goldie Roger. Par contre, il devait être très jeune. Le deuxième point, c'est Oden est bien mort il y a 20 ans. Et on comprend aussi en même temps pourquoi dans la tête de Momonosuke et de ses sbires, c'est comme si c'était hier que ce dernier était mort, puisqu'ils ont voyagé dans le temps, ils viennent d'arriver à notre époque. Pour eux, ce n'est pas si lointain le temps où Kaido donnait la mort à leur maître. Le dernier point, c'est maintenant, on a la certitude qu'il y a plus de 20 ans, Kaido a bien débarqué sur Wano. Alors ça peut s'expliquer d'une façon assez simple, c'est on sait que Kaido était omnibulé par Roger. Donc à la mort de Roger, il y a 22 ans, on peut se dire que là, Kaido s'est cherché un nouveau but. Comme on l'apprend maintenant, son but c'est de se donner la mort. Donc il aurait pu très bien rechercher le pouvoir des armes antiques pour déclencher une guerre monumentale, chose qu'il est en train d'essayer de faire encore à l'heure actuelle, et du coup, il aurait eu besoin du clan Kuzuki pour lui traduire les poneglyphes et lui indiquer l'emplacement des diverses armes. C'est pour ça qu'il a formé une alliance avec le shogun qui lui peinait justement à mettre au pas le fameux Oden. Donc là maintenant, on sait que Kaido est arrivé entre il y a 22 ans et il y a 20 ans sur Wano. Là c'est une certitude les amis. Vous voyez comme quoi cette petite information, ça permet de maintenant de dire haut et fort, tout cela s'est passé comme cela. Alors on voit ici que la mère de Oden, avant de mourir, a annoncé une phrase quand même assez culte qui a marqué les esprits. Elle va dire au shogun: tu es-elle la lune qui ne connaît pas l'aube? Si cette volonté se réalise, que 9 ombres soient projetées sous le clair de lune dans 20 ans, et l'aube aveuglante tu connaîtras. Alors Orochi de son côté, lui, va interpréter cela par: les Kuzuki vont revenir des morts dans 20 ans, que 9 samouraïs vont se dresser contre lui pour le tuer, et qu'à la fin, le Kaikoku va se réaliser. Si on analyse un petit peu le sujet, on pourrait dire que, tout simplement, la femme de Oden annonce que le shogun a une vision étriquée des choses, avec justement la fermeture de ses frontières, et elle lui fait une prédiction sur l'avenir en lui disant que dans 20 ans, 9 personnes vont se dresser contre lui pour justement lui remettre les idées au clair et créer le Kaikoku, c'est-à-dire l'ouverture des frontières. Mais alors, si c'est vraiment une divination, on se rend compte que, dans un sens, elle a vu vrai. Bon, pour l'instant, il n'y a que 5 personnes. Derrière, il reste 4 personnes à ajouter aux 9 ombres. Alors, qui pourraient être ces fameuses 4 autres ombres? C'est tout simple, les amis. Pour moi, c'est chaque ombre restante, c'est un chef de clan qui règne sur Wano. On a appris qu'il y avait 5 clans sur Wano. Si on fait le décompte, ça fait 9 personnes au total. Alors pourquoi je dis ça? Détaillons un petit peu. Si le shogun c'est la représentation de la lune, les ombres qui sont assujetties à la lune, puisque c'est des fameuses ombres qui vont naître de cette dernière, on peut le traduire par 9 sujets du shogun qui vont se rebeller contre le shogun pour lui faire voir la vérité. Là, c'est-à-dire lui faire découvrir l'aube, vu que il aurait un esprit étriqué qui ne lui permettrait pas de voir, ça serait 9 personnes qui se dresseraient pour lui. Donc dans l'idée, on peut se dire que la femme de Oden s'est dit, Momonosuke avec ses sbires, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont unir le pays pour pouvoir aider le shogun à enfin entrevoir que l'ouverture des frontières est une bonne chose pour le pays, tout simplement les amis. Mais je pense que ce côté divinatoire n'est en fait qu'un bluff. En effet, on apprend quoi aussi dans ce scan? C'est justement que les 4 samouraïs et Momonosuke ont voyagé dans le futur, qu'ils ont été projetés il y a 20 ans pour atterrir de nos jours. Donc pourquoi ont-ils été projetés comme cela? C'était justement pour leur sauver la vie. On apprend dans le manga que Oden et sa femme ont été tués par Kaido. Ce dernier, vous voulez quoi? Il voulait récupérer tous les secrets sur les poneglyphes. Donc on peut se dire,
Dans ce cas, comment est-ce qu'ils ont fait? Il y a deux solutions possibles. Soit ils sont tombés sur une faille spatio-temporelle et sont partis dans le futur, mais dans ce cas-là, pourquoi des hommes de Kaido ne les auraient pas suivis justement dans le futur, si ce n'était qu'une simple faille? Il y a un problème. La deuxième solution, ça serait que ça serait un utilisateur de fruits du démon qui aurait permis justement le voyage spatio-temporel. Alors si vous avez vu justement ma vidéo sur le débat de la semaine, j'en parle de ce fameux voyage vers le futur. Justement, ça permet de prouver aux gens que le débat c'est toujours plus constructif, parce que je n'étais pas parti sur cette idée-là au départ. C'est en débattant sur vos sujets que je suis arrivé à la conclusion qu'il y avait aussi cette possibilité. Et bingo les amis, grâce à vous, nous allions retrouver exactement ce qu'il s'était passé. Donc là, ce serait un utilisateur de fruits du démon. Donc dans la vidéo, je vous dis, regardez, c'est pas si grotesque que ça, parce que on avait déjà vu une personne qui avait une capacité de se voyager dans l'espace-temps. C'était Bueno du CP9. Alors lui, son pouvoir, c'était le pouvoir de la porte. La porte qui lui permettait d'ouvrir une porte n'importe où et pouvoir aller voyager dans son espace-temps. Donc là, pour la personne qui aurait la capacité de voyager dans le futur, il faut aussi un pouvoir qui serait à peu près pareil. Et donc là, je pense que cette fameuse personne qui possède ce pouvoir, c'est la fameuse femme de Oden. Que ses propos, c'était les propos qui ont permis justement de faire voyager Momonosuke et les autres samouraïs 20 ans plus tard. C'est la clé de voûte. En fait, je pense que le pouvoir de la femme de Oden, c'est de créer des contes qui se réalisent. Mais moi, pour ma part, je pense que c'est la femme de Oden qui possédait ce pouvoir. En plus, n'oubliez pas que Kinemon, Momonosuke et le reste ne connaissaient pas réellement le pouvoir des fruits du démon, qui sont toujours interloqués quand ils voient un possesseur de fruits du démon utiliser son pouvoir et interprètent ça par de la magie. Donc peut-être que eux-mêmes n'ont pas compris que c'était la femme de Oden qui les avait envoyés dans le futur. Enfin, peut-être que si, ils savent que c'est elle, mais ils ne savent pas que c'est le dû à un pouvoir de fruits du démon. Donc voilà les Nakama, cette revue analyse est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous laisse avec les bails habituels, pouce bleu, abonnement, partage, et puis moi je vous dis sayonara.